Et donc c'est un collaborateur à part entière, le magasin. C'est ça que ça m'a appris. Mais la vérité, c'est que quand tu apportes du service, le client il est capable de payer 3, 4, 5% plus cher. Il ne paiera pas 25% plus cher, mais 3, 4, 5% c'est possible. Et donc grâce à ces 3, 4, 5% de plus, ça te permet de réinvestir sur d'autres verticales, sur d'autres marchés, etc. Et à la fin, tu le vois à travers ton NPS, donc la façon dont tes clients te notent, tu le vois à travers tes chiffres, tu le vois à travers ta rentabilité. Tu te dis que l'entreprise a pris plutôt une bonne orientation. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Vive la Vente vous est proposé par Up2, spécialiste de la vente et des commerciaux. 2 fois par mois, je reçois un ou une experte de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si vous nous écoutez grâce à Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous laisser une note et un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et nous suggérer des invités là-bas en commentaire ou sur LinkedIn. Mais passons au plus important. Aujourd'hui, pour ce 17e épisode de notre 7e saison, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Alglav Alouchri, directeur des ventes chez Rexel de la région Ouest. Rexel, c'est le leader français de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie. Avec 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, 450 agences, 8 centres logistiques régionaux et une présence dans 19 pays, l'entreprise accompagne les professionnels dans l'électrification du territoire et la transition énergétique. Alors dans cet épisode, on va plonger dans l'univers de la vente B2B sur le terrain, où les cycles de vente, la relation client et la gestion des équipes commerciales prennent une toute autre dimension. Dans cet épisode, on va donc explorer 3 grands sujets, comme vous en avez l'habitude. Le premier, développer des stratégies commerciales adaptées à un marché en mutation. On va se demander comment Rexel s'organise pour adresser des milliers de clients entre cycles de vente courts et des deals stratégiques à forte valeur ajoutée. Ensuite, en partie 2, on va se poser la question de comment faire progresser les commerciaux et booster la vente additionnelle, en se demandant quels sont les leviers pour augmenter le panier moyen, structurer la montée en compétences et garder une dynamique d'équipe performante. Et pour la 3e et dernière partie de ce podcast, on va regarder comment allier leadership commercial et management terrain et demander à Samuel comment est-ce qu'il gère ses équipes au quotidien et quelle est son approche du coaching et de la formation commerciale. Évidemment, on va couvrir tout plein d'autres sujets, mais avant tout, je suis ravi d'accueillir Samuel. Comment vas-tu et comment va Rexel ? Bonjour Paul-Étienne, tout va très bien, merci beaucoup. Et d'une manière générale, Rexel va plutôt bien. On est dans un marché lié au second œuvre du bâtiment, donc forcément on est dans une période un peu difficile. Néanmoins, on s'en sort mieux que le marché. À la fois en 2023, 2024 et en ce début d'année. Donc on se plaint pas, ça n'empêche pas de rester humble et concentré sur l'objectif, mais on s'en sort plutôt bien. On a reçu déjà sur le podcast BMI et Raboni cette saison, donc des grands acteurs, des acteurs importants aussi du monde du bâtiment. Vous en êtes un autre, un géant, j'ai envie de dire. Puis on avait reçu Nexity il y a déjà 2 ans. 2 ans et demi, je crois, quand la crise pointait un peu le bout de son nez. Est-ce que tu es d'accord avec ce statement je crois que c'est sur Raboni qu'on nous avait dit ça. C'est le bâtiment, c'est souvent le premier secteur à être en crise, mais c'est aussi le premier secteur à repartir. C'est souvent ce qu'on dit, parce que on dit souvent effectivement quand la construction va, tout va. Je sais pas exactement si c'est vrai, je suis pas spécialement économiste. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la pierre, ça reste une valeur refuge, parce que c'est aussi l'endroit où il y a des investissements, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Et c'est souvent un endroit où ça va très vite pour être en ouverture ou en fermeture. Parce que effectivement les prêts sont parfois plus difficiles à obtenir, parce que les entreprises peuvent être prudentes, parce que dans le monde professionnel on peut reporter à plus tard des investissements, donc on est assez rapidement assujetti au cycle économique. Quelle est ta vision du métier de commercial en France ? On va directement entrer dans le sujet et parler de vente. Tu m'avais dit que c'était avant tout de la technique agrémentée de savoir-être. Est-ce que tu pourrais approfondir ce que tu voulais dire ? Et tu me racontais aussi en lien avec ça que quand je te demandais un peu comment t'étais tombé dans la vente, etc., c'est la question classique de ce podcast que je te poserai après. Tu m'avais raconté que t'avais le souvenir de vendeurs, enfin en lien avec ça, le souvenir de vendeurs qui viennent pousser des encyclopédies une semaine et des aspirateurs la semaine suivante. Ouais, alors ce qui est certain, c'est que si vous êtes une personne trop introvertie, ce sera difficile d'aller vers les métiers de la vente. C'est la même chose pour les métiers de l'encadrement, du management, etc. Faut aimer communiquer, faut aimer son prochain, faut avoir envie d'améliorer les choses, il faut avoir envie de comprendre le besoin de la personne, que ce soit un collaborateur quand tu manages ou que ce soit un client quand tu es commercial. Par contre, ça peut pas suffire. C'est-à-dire que uniquement tes savoir-être peuvent pas suffire à avoir un bon taux de transformation. Le risque justement, c'est que tu aies un gros coefficient d'émission, c'est-à-dire que tu envoies beaucoup d'offres, que tu fasses beaucoup de rendez-vous, que tu fasses beaucoup de prospection, mais que le closing, la capacité à aller gagner une affaire, elle soit beaucoup plus faible.
Donc évidemment, il faut des techniques de vente qui sont différentes quand tu es dans le transactionnel que quand tu es dans le projet, différentes entre le court, le moyen et le long terme. Donc il faut trouver un équilibre, mais les techniques de vente, c'est quand même toujours beaucoup de préparation. Comprendre qui est le groupe d'achat, qui sont les influenceurs, les signataires, les décideurs, quel est le timing de décision, être capable de savoir quel va être le doute pour le client si jamais il investit ou s'il investit pas. Et derrière, évidemment, le but c'est de créer du lien avec du client. Parce que tu peux avoir toutes ces techniques de vente, si tu n'es pas capable de créer du lien avec le client, tu n'arriveras pas jusqu'au bout du business. Je te le disais, on a une question classique, c'est un peu comment est-ce que tu es tombé dans la vente, mais je l'étoffe quelque peu sur toi, ta carrière, avant de parler de Rexel, et de tirer un peu tout ce qu'on peut de ton expérience et de tes meilleures pratiques. On va revenir sur tes 2 premières expériences professionnelles. Tu as démarré ta carrière en 2009 chez Decathlon, tu as passé 2 ans et demi. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la vente? C'est un géant, et tu m'avais dit un truc assez marrant, et c'est une réponse qui ne m'étonne pas et que j'ai l'habitude de recevoir ou d'évoquer sur cette émission, c'est que quand on est en magasin et qu'on va voir quelqu'un et qu'on lui dit est-ce que je peux vous aider, la réponse classique c'est évidemment non. On n'a pas envie d'être enquiquiné en magasin. On connaît tous cette espèce de petite peur qui nous habite quand on est en train de checker un rayon et qu'on voit dans notre vision périphérique le commercial ou le vendeur, le gestionnaire de rayon qui s'approche. On sait quelle taille de chaussettes on fait et celle qu'on veut ramener à la maison grosso modo, tu vois, mais je vais te laisser m'en dire plus. Ouais, c'est exactement ça. On apprend ce qu'on appelait la vente active à l'époque et la veille active. C'est-à-dire que tu es toujours en train de travailler en magasin, donc à faire du facing, à faire ton réa pro, à gérer les stocks, etc. Et donc quand tu as un client, le but c'est de créer un repère visuel, de créer un contact visuel et de lui dire n'hésitez pas si je peux vous aider. Parce que du coup tu rentres pas dans sa sphère, donc il se sent en sécurité. Il n'a pas forcément besoin de toi tout de suite, mais peut-être dans 5 minutes. Ou alors il avait besoin de toi maintenant et il n'osait pas te le dire. Donc là, en fait, tu crées une passerelle, mais par contre, tu ne l'obliges pas à dire oui ou non. Alors forcément, si tu lui poses une question fermée, est-ce que je peux vous aider? Naturellement, on va majoritairement, alors évidemment, ça c'est des généralités, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, dire non parce qu'on n'a pas envie que tu rentres dans notre sphère. Ça, c'est pour répondre à cette première question. Après, par rapport à ce que ça m'a apporté, moi, mes parents avaient fait carrière dans la grande distrie, donc c'est un secteur que je connaissais par cœur, et je comptais clairement faire carrière chez Decathlon, étant donné que j'adore le sport et que je connaissais très bien les KPI de secteur d'activité, donc c'était plutôt logique. Donc moi, ça m'a surtout apporté la conviction que le retail, c'est un vrai job avec le packaging, le merchandising, l'expérience client, le parcours client, et en fait, ton magasin, c'est lui qui fait une partie du job pour être capable d'être ce qu'on appelle dans le libre service, c'est-à-dire que le client puisse acheter sans toi. Et il vient vers toi uniquement s'il a besoin. Et donc c'est un collaborateur à part entière, le magasin. C'est ça que ça m'a appris, à la différence du projet où pour le coup on est vraiment sur le produit, la technique de vente, etc. etc. Mais c'est 2 approches complètement différentes. Est-ce que c'était un magasin dans le Grand Ouest aussi où tu as commencé? C'était en Normandie, à côté de Rouen, okay. À Tourville-la-Rivière. Ok. Beau magasin. Je vois très bien, en plus. Puis tu restes un peu plus de 7 ans chez Otis. Là, tu as vraiment découvert la vente B2B, on va dire. Ouais. Plus le bureau, grosso modo. La négociation, les cycles de vente courts aussi, tu me disais. Ouais. Et tu m'as dit que vous étiez d'ailleurs très bon sur les process de vente chez Otis, que c'était une machine de vente bien huilée. Alors, pour le coup, quels étaient les enseignements commerciaux que tu as pris, que tu gardes et que tu continues d'appliquer en ayant quitté Otis, peut-être même encore aujourd'hui? Moi, j'ai quitté Decat parce que j'avais un de mes amis d'enfance qui bossait chez Otis et qui faisait pas mal de lobbying pour que je vienne tester un peu. Donc ça m'a mis un peu. Il voulait faire de la cooptation. Ouais, c'était un peu ça. Et clairement, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je m'étais dit tiens, c'est vrai que je prends pas beaucoup de risques à faire un job dans un secteur d'activité que je connais par la sphère familiale. Donc j'y suis allé un peu par hasard et ça m'a piqué. Évidemment, les 6 premiers mois, c'est toujours un bouleversement. Quand tu as connu que le libre service en B2C et que tu passes côté négo en B2B, avec des modes de fonctionnement qui sont un peu plus sharp, un peu plus durs, avec aussi un cycle de vente qui est complètement différent. De l'affectif, mais pas sur la même orientation. C'est très rationnel avec un peu d'affectif et pas l'inverse. Mais ce que j'ai aimé à travers ça, c'est que c'était très technique déjà le produit. La boîte est une super boîte aussi, au même titre que Decat auparavant. Et puis à côté de ça, surtout, ça m'a formé effectivement sur les cycles de vente courts, moyens et longs, puisqu'on avait 3 activités qui correspondaient à ces phases-là. Et ça m'a appris justement à ce que tu doives obligatoirement préparer un rendez-vous, que tu doives obligatoirement, notamment dans un rendez-vous de découverte ou de négociation, suivre une trame bien précise pour ensuite être capable de maximiser ton taux de succès. Et ça, effectivement, c'est ce que j'utilise toujours aujourd'hui, puisque après pas mal d'années chez eux, je suis rentré chez Rexel dans un contexte où on est d'abord une boîte de transactionnel, retail, B2B,
avec une partie assistée et une partie libre pour le client. Mais on a développé depuis 8 ans, à travers différentes verticales, une approche beaucoup plus orientée sur les projets. Et ça, forcément, ça dure plus longtemps, ça demande plus de préparation, etc. Chez Otis, vous aviez quoi comme process commerciaux? Vous aviez des bons logiciels, un bon CRM? Qu'est-ce qui t'a aussi impressionné? Parce que du coup, il y avait la psychologie de vente, mais c'était accompagné, j'imagine, avec des méthodes tangibles. Alors, clairement, le CRM n'était pas de très bonne qualité. Okay. Par contre... C'était un truc interne? Ouais, exactement. Ouais. Alors que honnêtement, ça faisait pas rêver. C'est sûr que quand tu es sur Salesforce ou Dynamics, c'est quand même autre chose. Ça change la vie. Néanmoins, c'était surtout la rigueur commerciale et la rigueur managériale qui était derrière. C'est une boîte américaine, donc les ricains sont souvent très process, très straightforward, donc on déroge pas trop. En plus industriel, donc tu rajoutes à tout ça l'idée qu'il y avait des choses à respecter, et en fait comme ça avait été éprouvé, il n'y avait plus qu'à suivre le modèle. Évidemment c'est pas binaire, et le marché français n'est pas le marché anglais, n'est pas le marché espagnol, etc. Mais néanmoins ça nous a aidé quand même à structurer l'offre. Il y avait des points de passage obligés, à la fois dans le moment où tu crées l'affaire, dans le moment où tu vas commencer à identifier le groupe d'achat dont je parlais tout à l'heure, puis ensuite dans le chiffrage, puis ensuite dans la présentation, puis ensuite dans le closing. Et en fait, le fait de respecter toutes ces étapes-là, ça te permet d'être extrêmement focus sur ta capacité à chaque étape de maximiser potentiellement à la fin ton taux de succès. Et ça, on était assez fort dedans parce qu'en fait, tu étais biberonné à ça dès ton entrée dans l'entreprise. Et comme le management était très à cheval là-dessus, avec des rituels mensuels, bimensuels, avec aussi une culture du rush commercial, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel, on avait toujours la possibilité d'aller chercher encore plus d'affaires. Et donc, c'était à la fois la technique de vente associée à une culture du résultat très très forte qui ont fait qu'effectivement on était à un niveau commercial plutôt bon sur cette partie projet. Et tu suivais des clients, tu avais beaucoup de clients différents au téléphone chaque jour, comment ça se passait Quel était ton job entre guillemets? Ça reste un métier d'éleveur. Évidemment tu fais de la prospection, donc tu dois aussi faire de la chasse parce que tu as toujours une proportion de ton portefeuille à perdre parce que tu as perdu un client, parce que le client a fermé pour des raisons X ou Y. Néanmoins ton job c'était quand même d'abord de faire du développement de portefeuille. Donc c'est une partie de téléphone, mais surtout beaucoup une partie de terrain. Tu es obligé de faire 18, 20, 22 rendez-vous par semaine pour être capable d'aller voir des sites, rencontrer des clients. Et je disais tout à l'heure, plus le groupe d'achat est complexe, plus potentiellement tu fais de rendez-vous. Et donc en fait, le moment où tu rends ton offre, c'est déjà le 3e tiers de ton cycle de vente. Okay. Il faut absolument avoir fait le job qualitatif avant. Et tu faisais de la prospection ou pas pour eux? Un peu. Ouais. Alors tu sais que les commerciaux ils sont comme souvent soit majoritairement avec un ADN chasseur ou éleveur. On est toujours un peu obligé de le faire pour les raisons que je viens d'indiquer. Mais souvent soit t'aimes la chasse, soit t'aimes plutôt le développement. Moi je suis plutôt d'un naturel développant plutôt que chasseur. Donc forcément j'ai dû me faire un peu violence sur cette partie-là au début. Mais en fait c'est comme tout, quand tu commences à appliquer et que tu commences à avoir des résultats, tu te dis bon bah je suis pas si nul que ça, donc t'essayes et puis ça fonctionne. Bien sûr. Tu rejoins Rexel, tu le disais tout à l'heure, en tant que directeur régional tertiaire en 2018. C'est ton premier job chez Rexel avant de devenir directeur des ventes maintenant de la région Ouest. J'avais envie de dire Grand Ouest, mais ça s'appelle juste Ouest. Parce que c'était déjà grand avant le remaniement. Mais avant d'en arriver là, je voulais te poser une autre question qu'on a un petit peu régulière sur cette émission. Est-ce que tu peux nous raconter quelle a été ta plus belle vente ou une vente qui a été un peu fondatrice à tes yeux? Ouais, j'en ai 2 en particulier, mais il faut en choisir une, donc forcément. J'ai choisi. Tu nous diras la deuxième très très rapidement alors, parce que j'ai trop envie de savoir. En fait, j'ai fait 2 belles affaires en copropriété quand j'étais dans le monde de l'ascenseur. Quand j'étais en région parisienne. J'adore que tu dises le monde de l'ascenseur. Ouais, c'est encore un rictus de l'époque. Ça existe. Une en particulier avec Foncia dans le 13e, avec Monsieur Cotteret, s'il nous écoute un jour, un directeur copro. Moi, j'avais toujours tendance à être très proche de mes clients, à vraiment me saigner pour eux, à être dispo tout le temps, à répondre à tous leurs besoins. Et en fait, on dit souvent que le commercial ne doit pas faire que gérer la rubrique des chiens écrasés, parce que sinon, à un moment donné, t'es pas rentable pour ta boîte, et c'est vrai. Mais si tu le fais pas du tout, tu peux pas gagner en confiance auprès de tes clients, et notamment quand tu fais du développement de portefeuille. Donc j'étais très à cheval sur ce qu'ils me demandaient et ce que je devais faire au quotidien, et ce qui me permettait gentiment de temps en temps de leur dire hey, vous êtes gentils, je pense que vous avez un commercial qui est dispo pour vous pour tout et tout le temps, donc en contrepartie il me faut un bon taux de succès, parce que si j'ai pas mieux que les autres, quel est l'intérêt pour moi de bosser? C'est ça ce que tu appelles la rubrique des chiens écrasés, c'est vraiment être là pour exactement. Gérer les sujets d'exploitation du quotidien. Okay. Et ça c'est valable dans tous les business, mon business d'aujourd'hui comme celui d'hier. Donc notamment quand tu bosses en B2B. Et c'est important de gérer cet équilibre-là.
Et ce directeur copro, parce qu'on a bien travaillé au quotidien, parce qu'on a bien travaillé sur une affaire, m'a fait gagner une affaire qui était à plus d'1 million d'euros sur une très très grosse copro parisienne. Et on était à peu près 220 commerciaux en France, donc on travaillait dur pour être toujours dans les 10 premiers de France. Mais forcément, les années où tu gagnes une très grosse affaire, oui, plus d'1 million d'euros, ça paraît. T'es quasiment assuré d'être dans les 10 premiers de France. Et quand justement je te parlais de cette culture du rush, d'aller chercher un maximum d'affaires en fin de cycle, notamment les 2 derniers jours, par exemple avant le 20 décembre, qui était, si je me souviens bien, la date de clôture. J'ai ce souvenir-là parce que je me retrouve à 22h30 chez Foncia avec ce directeur copro. Un 20 décembre un 19 Oui, décembre. donc vraiment dans le dernier rush de l'année, même pas du Exactement. trimestre, de la semaine. Oui. Et où il accepte, entre guillemets, de pas être chez lui ce jour-là et de m'aider à remplir les bons de commande, pas rentrer de bâtiment, etc., remplir l'échéancier financier, bref, toutes les pièces administratives nécessaires pour qu'ensuite, moi, avec mon petit scooter, je puisse repartir à fond à Suresnes dans mon bureau, faire valider ça par les différents services, crédit management, technique, etc., de façon à ce qu'avant minuit et la fermeture des serveurs pour notre rush de fin d'année, on puisse enregistrer la commande. Donc forcément, quand tu as 25, 26 ans, que tu es stressé et en même temps que tu as de l'adrénaline pour ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que tu as l'impression d'avoir été remercié par quelqu'un pour qui tu as bossé dur tous les jours. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire non plus. Évidemment, là, on avait une offre technique et tarifaire qui était intéressante, mais ça n'empêche que c'est aussi un boulot d'humain. Et donc, on crée du lien les uns avec les autres. Donc, au-delà de l'objectif atteint, c'est surtout parce que je l'ai fait avec quelqu'un pour qui j'avais du respect, qui m'a fait grandir au quotidien parce qu'il était plus âgé que moi et qui me challengeait sur des choses. Donc forcément, ça m'a appris beaucoup de choses. Et du coup, la cerise sur le gâteau, c'était évidemment de gagner l'affaire. Donc très beau souvenir. La loyauté paye. Ouais, je pense. Et ça, c'est hyper important parce que quand ça paye pas ou quand c'est même l'inverse, on se sent très trahi en fait finalement. J'en ai eu plein aussi, des affaires sur lesquelles... T'avais l'impression de t'être donné à fond. Ouais, bien sûr. Et puis quand t'es commercial, t'es pas toujours récompensé. Mais quand t'es manager, par exemple, t'es pas toujours récompensé non plus. Mais ce serait dommage, avec tes clients ou avec tes collaborateurs, parce que de temps en temps tu es déçu, de devenir aigri ou de devenir un petit peu trop sharp pour le coup. Ouais, ou froid ou déconnecté. Exactement. Ouais, je suis entièrement aligné avec ce que tu dis. Et le deuxième, du coup, dis-le un peu. Une autre copro, une très grosse copro de Boulogne-Billancourt, avec Foncia également, avec Monsieur Capitaine, pareil, s'il nous écoute. Quelqu'un qui a été aussi important pour moi. Ça fait 8 ans, mais tu te souviens des noms de famille, peut-être pas des assesseurs, mais du coup ça peut tout dire un petit peu sur ton assertion client. Ouais, c'était des bonnes personnes, donc forcément on se souvient des gens qui sont honnêtes au quotidien. Je suis très coulant entre guillemets sur les compétences des gens, sur les savoir-être. Je suis assez à cheval pour moi et pour les autres. Et ces gens, c'était des gens que je estimais comme des gens fiables et honnêtes, donc j'ai bien aimé. Et pareil, c'était un cabinet qu'on a dû remonter parce que pour le coup la satisfaction était pas au beau fixe quand je les ai récupérés. Donc j'ai beaucoup bossé pour eux. Et tu sais, souvent on dit ton équipe elle a ton image. Et ce directeur d'agence était vraiment quelqu'un d'honnête et correct, et toute son équipe l'était aussi. Donc j'ai beaucoup bossé pour eux, mais ils m'ont largement rendu. Et pareil, on a fait une grosse affaire sur une copropriété à cette époque-là. Pareil, on rentrait évidemment dans les clous en termes de tarifs et en termes de technicité, mais je pense que c'est aussi notre travail sérieux du quotidien qui a fait la différence. Et c'était peut-être pas un 19 décembre, donc c'est peut-être pas... Non, ça c'était pas un 19 décembre. Mais ça t'a mis dans le top 10 également ou pas ? Ouais, je crois, et je me demande, je crois que c'était l'année juste avant, si je me trompe pas. Okay. Donc ouais, c'était... Bon, ça aide. Ça permet de dorer un peu le blason, le CV, ça fait que tu arrives chez Rexel peut-être la tête bien remplie de plein d'enseignements de vente aussi, parce que ça me donne une transition, hein. J'étais obligé de me la trouver parce qu'on va revenir au présent maintenant, ou presque. Ça fait 6 ans et demi que tu es chez Rexel, tu étais donc directeur régional tertiaire pendant 2 ans et demi, et maintenant ça fait 4 ans que tu es directeur des ventes de la région Ouest, je le disais tout à l'heure. On va revenir un peu au commencement, tu l'as évoqué, je l'ai un petit peu abordé aussi dans l'introduction. C'est quoi votre proposition de valeur, Rexel, pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça devrait symboliser, tu vois ? À l'origine, on est un distributeur de matériel électrique et génie climatique pour le monde du bâtiment, du second œuvre. Donc nos clients, c'est principalement les installateurs, qui soient artisans, qui soient régionaux, qui soient nationaux. Des métiers un peu annexes comme les tableautiers, ceux qui font les tableaux pour le monde du bâtiment, tous ceux qu'il y a juste dans ce bureau. Parce que j'ai éteint le placard électrique qui faisait beaucoup de bruit dans le podcast. Oui, c'est exactement ça. Les utilisateurs publics et privés, typiquement une mairie, un cinéma, voilà, tous ceux qui ont besoin en fait d'acheter du matériel électrique ou génie climatique. Évidemment, je caricature pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Un interrupteur, une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques, de l'éclairage, etc., etc. Donc on a des centaines de milliers de références. On achète le produit fini chez vous ou les choses qui permettent de le construire ? Alors, le produit fini en tant que tel dans ces 2 bâtiments.
On s'est transformé il y a maintenant 8 ans, puisque là ce que j'ai décrit c'est vraiment un monde de distributeurs, on va dire généraliste. J'achète des produits, je les revends, si je caricature un peu. À côté de ça, aujourd'hui on s'est divisé en verticales. Une verticale habitat, tertiaire, industrie, justement pour être spécialisé dans chacun des domaines, parce qu'aujourd'hui tu le sais bien, dans votre métier c'est la même chose. Si tu ne te spécialises pas, tu as une proposition de valeur qui est quand même plus faible. Ouais, ensuite, le risque, tu ailles uniquement vers le prix, et on sait très bien que dans n'importe quel business, si finalement ta seule variable d'ajustement c'est le prix, ça risque d'être compliqué. Et quand tu arrives dans un cycle économique difficile comme c'est le cas en ce moment, si tu n'as que le prix, tu es encore plus en difficulté. Soit pour des raisons d'OPEX, soit pour des raisons de CAPEX ou de vente. Donc c'est pas le but aujourd'hui. Et donc nous, on s'est divisé. C'est dans ce cadre-là que je suis rentré dans l'entreprise en tant que directeur régional tertiaire, où je m'occupais que du tertiaire sur la région Nord. Qui sont vos clients les plus classiques donc aujourd'hui avec ce changement de proposition de valeur aussi? C'est toujours les mêmes. Okay. On bosse toujours pour le monde de l'habitat, du tertiaire, de l'industrie. La seule différence en fait, c'est que aujourd'hui, et c'est comme beaucoup de grosses entreprises, on cherche à leur vendre surtout du service. On leur vend du service grâce à notre omnicanalité, puisque nous, tu peux acheter dans notre agence, tu peux acheter au téléphone, tu peux acheter sur le site internet, tu peux acheter avec des outils digitaux qu'on peut développer entre ta structure et la nôtre, de façon à ce que le client, en fait, en fonction de son usage, de où est-ce qu'il se trouve, de ses habitudes, de sa taille, de son organisation, il puisse choisir au bon moment le bon canal de vente qui lui va. Et donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que historiquement, on vend des produits d'électricité assez classiques, un interrupteur, de l'éclairage, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et donc, la proposition de valeur de l'entreprise, c'est d'être capable d'électrifier le monde. Donc pour ça, il faut qu'on vende tout le spectre des produits électriques ou génie climatique. C'est pour ça qu'on se développe énormément maintenant depuis 8 ans sur les 4 verticales que je viens de donner. Ça, c'est vraiment le côté business. Et d'un côté produit, on est très orienté aujourd'hui sur la pompe à chaleur, sur la climatisation, sur le photovoltaïque, sur la borne de recharge. On est très présent sur le courant faible. On est très présent sur tous les services. On vend aujourd'hui des logiciels, on vend de la formation, de façon à ce que le client se dise « Ok, moi j'installe, et on ne sera jamais installateur, ce n'est pas notre objectif. Par contre, à côté de ça, je vais aller voir Excel parce que je peux à la fois me former, je peux aussi me financer parce qu'on fait des solutions de financement, de leasing, etc. Que ce soit pour l'installateur ou le particulier. Et ensuite, je vais acheter le produit. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, je vends du service et grâce à ça, j'incorpore mon produit. Alors qu'auparavant, finalement, on vendait juste le produit. Et donc, c'est ce qui fait la différence. Et en général, quand tu fais ça, je l'ai vécu dans mes 2 premières expériences, je le vis aussi aujourd'hui chez Rexel, c'est que dès lors où tu apportes du service, évidemment, le client, on est dans la négo, on est dans un pays relativement latin, donc tu es toujours trop cher. Ça fait partie un peu du jeu, et notamment dans le monde du bâtiment. Mais la vérité, c'est que quand tu apportes du service, le client il est capable de payer 3, 4, 5% plus cher. Il ne paiera pas 25% plus cher, mais 3, 4, 5% c'est possible. Et donc grâce à ces 3, 4, 5% de plus, ça te permet de réinvestir sur d'autres verticales, sur d'autres marchés, etc. Et à la fin, tu le vois à travers ton NPS, donc la façon dont tes clients te notent, tu le vois à travers tes chiffres, tu le vois à travers ta rentabilité, tu te dis que l'entreprise a pris plutôt une bonne orientation. Puis ça permet de gagner un peu des parts de marché aussi dans un secteur plus compliqué, plus difficile, plus tendu. Et si je rentre vraiment dans le pur et dur de vos clients classiques, il y a les grands pontes du bâtiment, Bouygues, Vinci, etc. Et ensuite des plus petits installateurs directement. C'est difficile de faire une moyenne de panier moyen, j'imagine, vous avez tellement de verticales différentes. Ouais. Aujourd'hui, c'est très délicat. Et si je te donne le panier moyen standard, en fait, il est extrêmement variable entre un artisan tout seul. Et même quand tu regardes un artisan qui travaille seul ou un artisan qui a 4-5 collaborateurs, le panier moyen est différent. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est assez présent dans chacun de ces segments de clients ? Et ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est qu'on voit qu'on n'est pas, par exemple, on pourrait se dire, comme on est une boîte de presque 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on bosse qu'avec les gros. C'est souvent un peu ce qu'on pourrait se dire. En fait, pas du tout. Les artisans et les installateurs régionaux, c'est une très grosse partie de notre business. Donc ça prouve bien en fait qu'on répond à tous les besoins. Et est-ce qu'il y a des particuliers qui achètent chez vous ? Alors, c'est pas notre cible principale. Par contre, si toi tu viens dans une agence pour acheter quelque chose, on va pas te le refuser. Moi, j'ai une expérience pour ça. Mon beau-père qui travaille dans le monde du bâtiment, un jour me ramène justement des éclairages, mais vraiment industriels.
qu'on installe dans notre ancienne maison quand on habitait à Lille. Je ne travaillais pas encore pour Rexel, et justement l'éclairage qu'il y avait à l'intérieur n'existait pas dans la grande distribution, chez Leroy Merlin, etc. Et donc je suis allé dans une agence Rexel pas très loin de chez moi pour voir s'il y avait le produit. Pour le coup, il l'avait. Alors c'est sur commande, je l'ai eu et je l'ai acheté, mais c'est sûr que c'est pas notre clientèle principale. C'est pas comme tu vois quand tu vas chez Métro, t'as pas besoin d'une carte. N'importe quel particulier peut y aller. Mais La seule chose, c'est que c'est sûr que mais c'est l'expérience que j'ai à la fois du B2C et du B2B. Un client particulier prend plus de temps qu'un client professionnel. Oui, plus de conseils. Là, ouais, exactement. Donc quand tu es sur une petite agence, par exemple, de bord de mer, ou d'une zone où il y a plus de particuliers, ou alors il n'y a pas de réponse côté B2B, parfois ils peuvent venir chez nous. Ça nous arrive de temps en temps de dire, si ça vous dérange pas, messieurs, dames, je sers monsieur qui est professionnel. Il en a pour 5 minutes, il repart après, je vous sers derrière. Mais évidemment, on les sert avec plaisir. Et donc je pourrais aller chez Rexel. Malheureusement, je suis vraiment loin d'être une lumière en chantier, sans mauvais jeu de mots. Mais du coup, c'est... Alors si ça peut te rassurer, je travaille quand même dans un monde technique depuis pas mal d'années. Je sais malheureusement pas faire grand-chose de mes 10 doigts. Et ça tombe bien parce que tu es bien entouré. D'ailleurs, on va en parler parce que j'ai envie de savoir comment est-ce que vous êtes organisé. Donc la question un peu aussi classique, t'as combien de collaborateurs dans ton scope, combien de commerciaux donc je le rappelle, toi tu es en charge de la région Ouest et vous allez voir, vous qui nous écoutez, c'est énorme. Ouais, on est assez présent, on est une boîte française déjà, ça c'est toujours important de le dire, avec un siège en France, à Paris, une direction groupe en France, voilà, tout est chez nous et on a effectivement un réseau de plus de 450 agences en France, donc ça fait aussi qu'on a une notoriété, une image de marque et puis une capillarité assez importante dans le monde du bâtiment. Moi j'ai une région de 17 départements, la direction régionale est basée à Nantes, on a 620 collaborateurs sur la région. Moi j'ai 7 personnes en direct et de ces personnes en direct découle le reste de la population. Ce qui est important de se dire, c'est que on n'est pas un fabricant. Je le disais tout à l'heure, on vend des services, on a aussi des outils à proposer à nos clients, mais on n'a pas d'usine. Finalement, la seule chose qui se rapporte à un univers industriel, c'est nos centres logistiques. Et on est reconnu pour ça. On a 8 centres logistiques en France, avec une logistique assez éprouvée, puisque tu peux commander jusqu'à 18h chez nous, tu seras livré à 7h30 demain matin, si jamais le produit n'est pas en agence. Donc ça prouve quand même qu'on a quelque chose qui est assez efficace. Néanmoins, on est d'abord une boîte de commerce. Donc finalement, la valeur ajoutée, elle est essentiellement dans les collaborateurs qui la composent. Le fameux service dont on parle. Exactement. Tu vois, sur les 620 personnes qu'on a sur ma région, il y a plus de 460 personnes, ce sont que des commerciaux. Soit des itinérants, soit des sédentaires, soit des commerciaux agences. Et ce qui est important, c'est que l'entreprise n'a pas fait des objectifs qui soient antinomiques les uns avec les autres. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour 1 euro dépensé par un client, l'entreprise paye plusieurs collaborateurs, en fonction de si le client achète en agence, au téléphone, sur le web, etc. Parce que l'idée, c'est de se dire, ne soyez pas focalisés uniquement sur l'objectif individuel, répondez aux besoins du client. À la fin, de toute façon, en tant qu'individu, vous serez récompensé et l'entreprise le sera aussi. Et c'est plutôt quelque chose qui marche bien, parce que les gens se tirent pas trop la bourre. Tous ces commerciaux dont tu parles, c'est la raison même pour laquelle je suis encore plus enchanté de te recevoir sur le podcast, parce que ça doit tout dire des enseignements que tu dois avoir sur la vente, d'avoir autant de commerciaux, autant d'équipes. Et là, ce que tu disais, c'est aussi à quel point vous contribuez tous finalement à la génération du chiffre d'affaires. Rien que 1 euro, ça peut être partagé et ça peut être le fruit du travail de beaucoup de gens. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'organisation des 17 départements, de tous ces commerciaux, de ceux qui sont sédentaires, ceux qui sont en agence, etc. Bien sûr. Essayer en une réponse concise de me faire tout cet organigramme. Les 7 personnes que j'ai en direct, ce sont des directeurs de pôle. Okay. Donc finalement, ce sont mes pendants à plus petite échelle. Ils vont manager entre 1 et 3 départements en moyenne. Ils vont avoir entre 70 et 120 collaborateurs et ils pèsent en général entre 70 et 120 millions d'euros si je fais le ratio. Dans un pôle économique, tu vas avoir un centre de relations clients. C'est là où tu as tous les commerciaux sédentaires avec un directeur ou une directrice de centre de relations clients. Tu vas avoir les agences commerciales dans lesquelles les clients vont également avec un responsable d'agence et des commerciaux agences. Et tu vas avoir un chef de vente avec ses commerciaux itinérants. Évidemment, tu vas rajouter à ça ceux qui sont dédiés à des marchés, puisque souvent on est très orienté sur ce qu'on appelle la proximité, donc plutôt le monde de l'habitat, des petits utilisateurs privés ou publics, la petite mairie, le petit commerce de proximité, et viennent se plugger dessus les marchés, industries tertiaires et génie climatique, qui sont du coup rattachés à des directeurs régionaux marchés, le métier que j'exerçais auparavant dans le Nord, et qui eux vont avoir des commerciaux en direct dans cette verticale-là. Et c'est là où on a mis un peu de changement il y a 8 ans,
avec à la fois du hiérarchique et du matriciel. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste de dire je suis le chef, j'ai décidé de mettre ça en place, merci d'appliquer. C'est aussi de donner du sens, de dealer des choses avec ses collègues. Comment est-ce qu'on capte les appels d'offres? C'est quoi les meilleures méthodes pour essayer de déceler les futurs appels d'offres? Alors, majoritairement, on est plutôt sur du gré à gré dans le monde du privé, donc plutôt du transactionnel et du privé, mais du projet, pardon, mais plutôt de gré à gré, donc en face à face. Après, effectivement, on travaille aussi avec le monde du public, à travers les marchés publics. Oui, c'est parce que tu parlais des mairies que j'ai un peu improvisé cette question-là. En fait, dans ce cadre-là, on utilise des outils comme Explore, par exemple, ou d'autres logiciels qui nous permettent d'être en veille, à la fois sur les dates d'échéance des appels d'offres et à ceux qui vont sortir, à la fois en travaux ou en maintenance. Le but étant de pouvoir être en amont. Je parlais tout à l'heure justement de groupe d'achat qui décide à quel endroit, etc., de façon à pouvoir sensibiliser le client public au fait qu'on a peut-être de la valeur ajoutée à travailler avec lui, quelles sont ses attentes, ses besoins, est-ce qu'il est satisfait aujourd'hui ou pas du prestataire avec qui il travaille, si c'est nous évidemment, est-ce qu'il est satisfait ou pas de travailler avec nous, de façon à l'aider, parce que forcément dans le monde du public, une fois que l'appel d'offres sort, il n'y a plus de contact avec le client, et donc du coup on n'a plus la capacité de travailler justement sur l'aspect qualitatif de l'appel d'offres. Donc c'est comme ça qu'on travaille sur le marché public. Bien reçu. Comment s'organise-toi tes semaines? Tu m'avais dit qu'un poste de directeur des ventes, finalement, c'est un vrai poste de directeur régional. Et là, avec l'étendue de ton scope, ces centaines de collaborateurs, ces dizaines d'agences, voire cette vingtaine de départements, même si j'exagère un petit peu, ça doit être assez exhaustif. Comment est-ce que tu fais pour surveiller tout ça? Comme souvent, c'est aussi un peu une question d'organisation et de priorisation. En général, ce que je fais, c'est que j'essaye de travailler par séquence à l'année, de tourner avec des commerciaux itinérants de temps en temps, parce qu'il y a 2 niveaux managériaux entre eux et moi. Donc c'est bien, on a des excellents outils chez Excel, notamment en termes de pilotage commercial, avec des outils comme Click qui sont vraiment des Rubik's Cube et qui nous aident à aller chercher tous les chiffres quand on veut à tel ou tel endroit. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu ailles voir sur le terrain si ça c'est cohérent avec ce que tu as vu dans tes outils informatiques. Si les décisions que l'entreprise m'a demandé de pousser et que j'essaye de mettre en œuvre au quotidien ont un impact positif ou négatif. Si le process est bien en place, si l'outil de communication est bon, si les équipes ont bien capté ce qu'on leur a demandé de faire, ça à un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut quand même que tu sortes de ton bureau et que tu ailles voir ce qui se passe. Donc j'essaye de me garder 3 jours par semaine pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et donc en général, je fais par séquence. Au début de l'année, je vais plutôt après les réunions, les lancements d'année, etc. passer du temps avec les itinérants, puis dans un second temps avec les agences, et dans un troisième temps plutôt avec les centres de relations clients, là on a nos sédentaires, et après arrive la fin d'année, donc là pour le coup on est un petit peu dans le rush de fin d'année, et on a besoin de travailler vraiment focalisé sur les dernières commandes entre guillemets à prendre. Ça pour moi c'est important, c'est pas infaisable, c'est toujours un challenge entre guillemets en termes d'orga, mais par contre c'est pas infaisable. Vous faites à peu près 70% de CA sur le flow business, plus généraliste, c'est comme ça que tu me l'avais dit, donc c'est moi qui fais le premier anglicisme, j'ai perdu. Et 30% des affaires au cycle de vente beaucoup plus long. Donc toi, une bonne partie de ton job, c'est de développer, tu l'avais déjà un petit peu évoqué, de développer cette deuxième partie, cette partie plus rentable, j'imagine, avec un panier moyen en tout cas beaucoup plus élevé. Peut-être pas les meilleures marges, mais j'imagine quand même, donc on va voir. Alors comment est-ce qu'on se concentre sur des deals qui peuvent rapporter plus sans perdre son temps et sans faire baisser son taux de transfo? Ouais, je te le disais juste avant dans les différentes questions, on est d'abord une boîte de commerce, d'abord une boîte de personnes plus que d'outils de production. Donc effectivement, c'est notre capacité à être capable d'aller vendre un produit ou un service qu'on maîtrise, entre guillemets. C'est ce qui rend aussi challengeant le métier, parce que je le dis tout à l'heure, on a de plus en plus de verticales, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choses à apprendre. Ce qui est simple, on doit être tous capables de le vendre. Ce qui est difficile, on a du back-office dans tous les domaines que j'ai cités depuis tout à l'heure. Donc dès lors où ça devient compliqué, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on a un système d'évaluation entre guillemets, on donne les éléments à cette tierce personne qui va être capable de... Par contre, le commerce doit être capable de qualifier le besoin, justement pour se demander à peu près quel pourrait être notre taux de succès. Ça c'est pour donner un peu de contexte à mon explication. Ensuite, pour être un peu plus dans le côté précis de la chose, on va utiliser notre CRM, donc on va travailler sur des revues d'opportunités, on va joindre le manager, le commercial, peut-être même aussi l'expert dans tel ou tel domaine qui a chiffré, de façon à ce qu'on discute ensemble, et c'est notamment le rôle du manager, prendre du recul pour être capable de savoir si on a bien fait le job. Tu te souviens de ce que je t'ai tout à l'heure décrit sur les phases de vente? En fait, c'est ça qu'on va aller chercher dans ces phases d'opportunité. Ensuite, on développe aussi des nouveaux métiers. On a aujourd'hui des personnes qui sont dédiées à être capables d'aller discuter de choses qui sont pas forcément historiquement notre ADN, ni même celles de nos installateurs. On va aller voir par exemple un utilisateur industriel pour être capable de lui parler d'OPEX, de CAPEX,
Donc finalement de discuter avec un directeur d'usine, avec un directeur général, avec quelqu'un qui va pas forcément maîtriser la technique, mais par contre qui va être sensible sur l'aspect amortissement de son investissement. Vos charges ont augmenté depuis le Covid, nous on est capable de vous vendre une prestation, y compris en fourni posé si c'était nécessaire, avec un installateur pour mettre du photovoltaïque par exemple sur votre toit. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin avec un DAF ou avec un DG de rentrer dans la technique. Par contre, si on lui dit il vous faut tant d'années pour amortir votre investissement, si lui il juge que c'est opportun d'investir un peu plus aujourd'hui, voire peut-être même avec un emprunt ou avec autre chose, de façon à amortir son besoin et à baisser sa facture, il le fait. Et donc c'est un métier qui est complètement changé par rapport à celui d'il y a quelques années. Je comprends bien. Vous essayez d'augmenter le panier moyen de vos clients aussi avec ce service-là. C'est quelque chose qu'on voit chez toutes les entreprises, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour le faire ? Quelles sont les meilleures pistes pour faire progresser ? Donc, on dit upsell et cross-sell, mais c'est vente complémentaire et vente additionnelle. Comment est-ce que vous faites ? C'est vrai que là, on a parlé de projet. Je le disais, effectivement, c'est 30% à peu près de notre business, mais 70%, ça reste encore du transactionnel. Ça, on a besoin d'avoir des programmes, soit de fidélisation, soit de prospection. Donc, je pourrais rentrer dans une liste très exhaustive là-dessus, mais en gros, pour chaque segment de clients, on va avoir soit des outils pour être capable d'aller ouvrir des comptes, développer des comptes, ce qu'on appelle des comptes mouvementés, c'est-à-dire un compte qui a fait plus d'1 euro à l'année, de façon à l'emmener tranquillement vers ce qu'on appelle un client actif, qui va faire plus de 3 000 euros à l'année, de façon à effectivement le développer au fur et à mesure. Et on passe entre guillemets de la chasse à l'élevage, entre guillemets, et à côté de ça, on va être capable de le fidéliser à toutes les étapes. Alors, en fonction de si tu es un artisan, un régional, on va être capable de te proposer différents services, à la fois sur l'aspect purement carotte, entre guillemets, mais aussi sur ce que tu peux lui apporter en termes de service. De façon à se dire à un moment donné, est-ce que je suis allé chez eux pour du prix ou est-ce que je suis allé chez eux pour de la valeur ajoutée ? Je te donne un exemple très concret. Tu ouvres un compte chez un artisan qui n'a jamais travaillé avec toi. La première chose que tu dois lui demander, c'est est-ce que vous avez un logiciel de gestion ? On a un logiciel de gestion aujourd'hui qui s'appelle Esabora, qui est sans aucune arrogance, un des meilleurs sur le marché, en tout cas qui est très plébiscité par le monde du bâtiment, qui permet de faire de la gestion, c'est-à-dire enregistrer tes commandes, tes factures, enregistrer les heures de tes collaborateurs, etc., qui est capable de te faire du schéma, d'incorporer directement tes produits, de faire des devis en tête avec ton logo, etc. Et en fait, ça, typiquement, tu n'as pas encore parlé de produit. Alors évidemment, il est payant ce logiciel, mais ça reste tout à fait abordable pour un artisan. Mais tu n'as pas encore parlé de produit ni de prix, tu lui as d'abord parlé de solution. Et ensuite, du coup, on viendra lui incorporer les produits s'il daigne les acheter chez nous. Mais du coup, on a un discours qui est complètement différent. Alors évidemment, ça, c'est typiquement le type de produit ou de service qui peut se développer. Et à la suite de ça, évidemment, tu as des programmes de fidélité. Il y a beaucoup d'artisans seuls qui achètent ce logiciel ou pas ? Oui. Alors, seul, oui. Après, c'est quand même aussi quand ils commencent à se développer. Ouais, c'est pas le premier. Mais tu as un argument pour les deux parce que quand tu es tout seul, bah, tu es un peu au four et au moulin. Tu te lèves tôt, tu vas chercher ton matériel dans notre agence, que tu as peut-être acheté en ligne ou au téléphone hier, tu vas faire ton chantier, tu rentres en milieu fin d'après-midi, tu as encore tes factures à faire, ta comptabilité, etc., etc. Donc le logiciel peut t'aider. Et à côté de ça, si tu es un peu plus développé et que tu fais un peu moins de terrain, un peu moins de gestion, tu as besoin forcément de piloter aussi les choses parce que tu as plus de bonhommes sur le terrain. Bien sûr. Donc en fait, il y a un besoin pour chaque typologie de client. Mais Rexel boîte de SaaS, je l'avais pas imaginé avant que tu m'informes que il faut rester à sa hauteur. On n'est pas une boîte de SaaS. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on en propose aujourd'hui. Et c'est une valeur ajoutée. Ça coûte combien, par curiosité, ce logiciel ? Alors, je suis pas un expert, mais pour moi, je crois que c'est à peu près 30 euros ou une cinquantaine d'euros par mois. Okay. Et ça dépend de si on a plein d'utilisateurs, etc., peut-être, ou pas. Ouais, exactement. Alors, c'est plutôt en fonction de ce que tu vas prendre comme option. Ok, classique. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que les commerciaux connaissent bien tous les basiques métiers ? Déjà, tu le regardes dans les outils commerciaux qu'on a. C'est un peu bête, mais si les chiffres sont bons, à la fois en valeur, mais aussi en unité, parce que tu peux faire un bon chiffre avec un seul client, donc il faut regarder à la fois l'un et l'autre, c'est que c'est plutôt bon. Et ensuite, faut pas chercher midi à 14h, tu vas dans la voiture du collaborateur, tu tournes avec lui et tu le laisses parler. Ce qui est intéressant parce que déjà moi je sais pas tout, et que bien souvent ils sont meilleurs que moi dans plein de domaines, parce que je pratique pas assez, parce que c'est un peu moins mon domaine, mais je dis tout à l'heure, on est une boîte de commerce et tout le monde chez nous va sur le terrain. C'est quand même une force, y compris notre direction. Alors évidemment ils ont moins de temps que moi, mais pour autant ils continuent à faire 1-2 journées par semaine sur le terrain pour justement s'assurer que ce que eux décident a un impact à la fois sur le terrain mais aussi chez nos clients. Donc c'est toujours la même chose, hein. Il y a 20 ans je pense qu'on faisait déjà la même chose, même si je commençais à travailler, et aujourd'hui c'est toujours la même chose, c'est aller sur le terrain et voir ce qui se passe.
C'était il y a 15 ans que tu as commencé à travailler. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Attends. Ah, si, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Il faut savoir. Pas si vieux, en fait. Quand même. Je suis encore jeune. Mais est-ce que tu as d'autres manières de vérifier leur discours, étant donné qu'ils sont sur le terrain, qu'en allant sur le terrain avec eux? Tu vois, est-ce que tu as un outil pour vérifier, je sais pas, le discours client par mail, par message ou quoi que ce soit? Non, on n'a pas de script à proprement parler, parce qu'en fait, notre scope de produits et services, il est beaucoup trop large. Et donc, à un moment donné, je fais toujours très attention à pas avoir trop de réunions. Moi, j'en fais pas beaucoup avec mes direct reports. J'essaie qu'ils en fassent pas beaucoup non plus avec leurs collaborateurs, parce que l'objectif, c'est bien aller le voir sur le terrain. Et il faut se confronter, parce que si tu veux, la plupart du temps, je le disais tout à l'heure, ils ont besoin de vendre tout ce qui est facile. C'est-à-dire, typiquement, je stéréotype un peu, si tu vends un kit photovoltaïque 3 kW ou 6 kW sur une maison, on doit tous être capable de le vendre. Par contre, si demain je dois l'installer sur un supermarché, sur un lycée, sur une usine, là c'est technique. Il y a un sujet avec le bâti, etc. Partenariat avec Grignello, si je ne me trompe. Par exemple, oui. Exactement. On a des partenariats. Ça, typiquement, tu vois, c'est un exemple que tu donnes. Ça, c'était pas notre métier il y a encore 8 ou 10 ans. Mais le fait de se dire on propose une solution globale fait qu'on est dispo. C'est très compliqué aussi pour le monde du bâtiment. Il faut se mettre à la place de nos clients. Toute la journée, ils font des devis, de l'exécution, de la facturation. En plus de ça, ils doivent faire du développement commercial parfois pour certains. Donc à un moment donné, leur dire, si vous voulez, nous, on ne sait pas l'installer votre produit. Par contre, on sait vous dire ce qui se vend et on sait vous dire ce qui va se vendre demain. En fait, ça donne une plus-value à notre entreprise, mais ça donne aussi une plus-value à l'installateur. Ça fait partie des basiques métiers, donc c'est ça aussi, c'est la connaissance technique, le discours, le fait de bien rentrer les choses dans le CRM. Votre logiciel, c'est quoi d'ailleurs, votre back-office un peu? Dynamics pour le CRM. Après, ce qui est très important pour nous, c'est que le collaborateur, il soit, quand il rentre dans l'entreprise, soit technique, soit commercial. C'est difficile aujourd'hui de prendre quelqu'un qui a ni un background commercial, ni un background technique. L'un ou l'autre, c'est jouable. Évidemment, il aura besoin de travailler la première année, mais il faut quand même 1 an pour faire le tour d'un job. Par contre, ce qui est certain, c'est que s'il y a ni l'un ni l'autre, ça va être délicat. En plus, on travaille quand même dans le monde du bâtiment. Donc même si nos clients sont assez indulgents quand on prend le job, pour autant, ils ont besoin d'un minimum de répondants. Donc oui, effectivement, on travaille avec Dynamics. Et à côté de ça, d'une manière générale, on a tous les outils pour être capable de savoir en temps réel ce qu'a fait le client, le collaborateur chez le client, à quel endroit et sur quel sujet. La fameuse mouvance du client, parce que j'ai compris avec cette saison de podcast où on a quand même eu pas mal d'invités bâtiments que vous disiez mouvementé. C'est pour ça que j'ai dit la fameuse mouvance du client. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour faire continuer de progresser, justement? Parce que tu le disais, il peut être technique, il peut être commercial, et en plus on en parlait en début d'épisode, le plus important dans la vente, c'est quand même la méthode, outre la tchatch et l'écoute active et le savoir-être. Ce qu'on peut faire progresser, c'est les compétences. Alors comment est-ce que vous faites pour faire progresser leurs compétences? Et j'ajoute à cette question, puisque je pense que maintenant on a l'habitude sur ce podcast de mes questions à tiroir. Tu m'avais dit autre chose que j'avais bien aimé en préparant cet épisode en off. Les jeunes, on les critique beaucoup, mais ils aiment se former en permanence. Ça, c'est vrai que heureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez Up2, puisqu'on fait de la formation et que la moyenne d'âge chez Up2 est aussi assez jeune. Mais comment tu le vois au quotidien? La partie RH, tout comme la partie digitale, c'est 2 parties sur lesquelles l'entreprise investit massivement depuis de nombreuses années. Et donc sur la partie RH, on investit beaucoup sur les nouveaux outils de communication et de formation. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, pour la première fois sur le marché du travail, on a 5 générations qui travaillent en même temps dans certaines entreprises. Nous, on a, si je ne me trompe pas, sur les dernières données que j'avais, on a un âge moyen d'à peu près 43 ans, une ancienneté moyenne d'à peu près 17 ans. Donc déjà, ça montre que les gens sont plutôt à l'aise dans l'entreprise. Comme toute boîte, on n'est pas parfaite. On n'est pas parfait, mais néanmoins, on est plutôt à l'aise dans l'entreprise. Et donc, on a besoin de répondre aussi aux besoins de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à mon âge, à la maturité dans le job, à ce que je veux faire, à mon métier, j'ai besoin de me former en présentiel ou en distanciel? Est-ce que j'ai besoin de me former à de la technique, à des savoir-faire, à des savoir-être, etc. Et donc aujourd'hui, on a une plateforme qui s'appelle SkillUp et qui est un peu une espèce de boîte de Pandore pour tout un chacun pour aller se former. Donc tu as tous les formats, tu as du podcast, tu as du e-learning, tu as du micro-learning, tu peux évidemment prendre une date pour te former en présentiel, etc. C'est ce que j'ai demandé. Sur des sujets en fait qui sont soit liés directement à ton métier, mais aussi à n'importe quoi, et potentiellement au métier que tu veux faire demain par exemple. Et donc ça c'est vachement important parce que on le voit effectivement sur les CV des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Alors certes j'ai que 39 ans mais je suis plus non plus à 21 ans, donc du coup c'est important de savoir comment eux fonctionnent. Et en fait on s'aperçoit que souvent quand tu regardes leur CV, ils ont fait des formations de leur propre chef sur des sujets qui n'ont rien à voir avec leur métier d'hier ou de celui pour lequel ils postulent chez toi. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que si tu leur donnes une boîte de Pandore,
en fait, ils vont pouvoir aller se nourrir. Et parfois même se former sur des choses qui n'ont rien à voir avec ton métier là tout de suite. Ça peut paraître anecdotique, mais ça peut aussi t'enrichir, soit parce que tu te sens plus épanoui, soit parce que tu as développé des hard ou soft skills différentes, soit à côté de ça parce que du coup ça va t'aider pour ton job d'aujourd'hui ou de demain. Et bah typiquement ça nous aide. Je parlais tout à l'heure d'être capable d'aller vendre aujourd'hui à un DAF ou un directeur d'usine une proposition de valeur et non pas de la technique. Bah typiquement demain, si tu as envie de postuler sur ce job-là chez nous mais que tu es vraiment technique mais tu te sens pas très à l'aise sur cette partie financière, tu as tous les outils en interne pour aller te former pendant X heures et avec différents formats sur ces sujets-là. Tu regardes beaucoup s'ils font justement appel à des formations sur SkillUp. Est-ce que vous avez des stats là-dessus ? Oui, alors nous, comme dans toutes les grosses boîtes, on a un entretien annuel avec chaque collaborateur, on a un entretien mi-année avec chaque collaborateur, et donc c'est l'occasion aussi, à travers l'outil informatique qu'on utilise, de voir tout ce qui est remonté dans le logiciel, de façon à échanger avec lui. Tiens, je vois que tu as fait toutes ces formations-là, pourquoi ? Et ça permet aussi d'échanger. Je vois que tu n'as pas fait toutes ces formations-là. Exactement. Et que tes chiffres ne sont pas là, parce que je pense que c'est plus dans ce sens-là. Effectivement, là, ça permet d'aller voir aussi d'où ça vient. Il n'y a jamais de code. Tu vois aucun commercial qui a des bons résultats ou des mauvais résultats uniquement par des sujets liés au contexte économique. Et souvent, celui qui dit « Ah, les chiffres sont difficiles, le prix est difficile, etc. » Souvent, en fait, il faut creuser. Est-ce que tu es à l'aise dans chacune des familles de produits ou de services que tu dois vendre ? Est-ce que tu es à l'aise dans les savoir-être que tu dois développer ? Est-ce que tu as essayé de voir un peu plus loin que le bout de ton nez sur les attentes de tes clients ou du marché d'aujourd'hui ? Et souvent, en fait, ça passe par la formation. Et moi, je dis souvent que le management, c'est formation, puis coaching, puis motivation. Et si tu veux arriver à la troisième étape qui est liée aux collaborateurs, il faut d'abord avoir fait les deux premières. Et donc, ces entretiens-là sont utiles pour l'aider à se former. Coacher, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir être dans la voiture du collaborateur et voir comment il travaille au quotidien. Et la motivation, ensuite, c'est quand il est prêt. Tu sais, c'est un peu le principe du faire avec, faire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un quota tacite ou explicite du nombre de formations qu'on doit essayer de suivre par an ou pas ? Non, du tout. Même pas tacite ? Non, pas du tout. Ok, il faut pas, tu vois pas une hausse des formations un mois ou 3 semaines avant le point mi-annuel ou annuel des collaborateurs qui veulent arriver avec le sourire ? Non, parce que... je me suis formé, regarde. Je pense que pour certains, ça peut être le cas. Peut-être par exemple si tu as envie de faire autre chose demain dans l'entreprise parce que tu dis mince, j'ai pas organisé ça, et puis tout le monde bosse dur dans l'entreprise. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Okay. Je vois pas de feignant au quotidien, mais pris dans l'ouragan de ton quotidien, tu peux te dire je ferai ça la semaine prochaine, la semaine d'après, tu l'as pas fait, et ton entretien arrive, donc j'imagine que certains le font. Moi, je l'ai pas vu à titre personnel, mais j'imagine que ça peut arriver. Non, le vrai sujet, c'est plutôt de leur dire est-ce que tu es déjà allé dedans ? Si c'est oui, tant mieux, et du coup, qu'est-ce que tu en as ressorti et quel type de formation t'intéresse ? Si c'est pas le cas, c'est de le faire avec lui. Parce que souvent, en fait, la méconnaissance, elle vient de l'usage. Tu te mets à côté de lui, tu regardes le catalogue avec lui, et derrière, il a vu que finalement, il y avait des choses forcément intéressantes pour lui. Tant mieux si c'est aussi, en tout cas profond, le champ de nombre de choses qu'on peut faire dessus. Avant de visiter un pôle, parce que tu le disais, t'en fais au moins un par trimestre, tu leur envoies, comme cela se fait beaucoup, une liste de KPIs sur lesquels tu aimerais repasser avec eux. Pratique au lieu de se faire prendre par surprise, mais j'ai envie de savoir quels sont les chiffres que tu regardes, toi, quelle est la liste de KPIs que tu envoies ? Alors, il y a des indicateurs de perf qui sont très liés au commerce, d'autres ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, donc plutôt la gestion, puisqu'on a à la fois des patrons de centre de profit, les responsables d'agence, les directeurs de pôle, et on a des gens qui sont purement dans le commerce, les chefs de vente, leurs commerciaux, etc. Donc ce qu'on va regarder, c'est le nombre d'ouvertures de compte, c'est le nombre de clients mouvementés, c'est le nombre de clients actifs. On va regarder évidemment le chiffre d'affaires par famille de produits, notamment sur les familles qui sont stratégiques, je le disais tout à l'heure, le courant faible, le PV, l'IRVE, la clim, la pompe à chaleur. On va regarder aussi les indicateurs de gestion, mon stock, mon amortissement, tout ce genre de choses, de façon à être capable d'avoir une vision très exhaustive. Et ça, pour le coup, je l'ai dit tout à l'heure, on a des outils extrêmement exhaustifs qui permettent d'aller dans l'ultra détail. Le principe quand tu es dans le commerce ou dans la gestion, c'est de pas aller voir dans l'ultra micro détail qui pèse pour 0,01% de ton activité. Parce que là, du coup, tu risques de perdre les collaborateurs. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Mais le fait de leur envoyer tous ces éléments-là, ça me permet aussi à la fois d'annoncer la couleur, pour pas qu'ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, et puis d'avoir un échange constructif. Évidemment, tu as toujours l'icebreaker du café que tu prends en arrivant dans l'agence, et c'est toujours important de savoir comment se passe le business du quotidien et dans quel état d'esprit sont les collaborateurs. Après, une fois que ce quart d'heure il est passé, on a besoin de savoir effectivement si les choses vont bien et d'avoir des indicateurs factuels. Moi, j'ai besoin qu'ils me fassent grandir. Quand je vais les voir, tu vois, il y a 70 agences sur la région, j'essaye de les voir une fois par an. Quand tu as 70 fois un responsable d'agence qui te dit « Samuel, j'ai besoin que tu améliores ça », c'est que c'est un sujet de société. Donc je dois le faire remonter soit dans mon codir, soit au codir de la France.
Et à contrario, si c'est un sujet que dans cette agence-là, je passe un coup de fil à son directeur de pôle pour lui dire de revoir ce sujet-là avec lui parce qu'il y a un problème de compréhension. Et c'est le jeu des vases communicants comme ça entre les différentes strates de la boîte qui fait que finalement on se fait tous progresser mutuellement. Si je te disais tu dois en choisir 3 tout de suite maintenant de KPIs, de ratio 3, t'as le droit d'en prendre que 3. Le chiffre, la marge et l'EBITDA. Voilà. Dans tous les secteurs, c'est pareil finalement. Tu m'avais dit une phrase, je précise en off, c'est une phrase qui m'a tiré un sourire et que je retrouve sous plein de formes différentes aujourd'hui autour de moi. Et je précise, c'est une phrase à prendre au figuré. Un commercial, il faut lui faire des câlins et lui donner des coups de boule de temps en temps. Ça peut peut-être surprendre étant donné ton énergie et ta gentillesse jusqu'à présent dans l'enregistrement que tu puisses dire quelque chose comme ça, mais c'est pour ça que je précise que c'est au figuré. Est-ce que tu peux justement, à travers cette phrase, m'expliquer l'importance d'accompagner et de motiver ces commerciaux? Ouais, c'est important. Évidemment, la phrase, elle est un peu caricaturale, mais c'est pour rire, souvent je dis ça. Ce qui est important, c'est qu'un commercial a besoin d'être motivé. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un métier où effectivement on a besoin que de savoir-être. Je disais tout à l'heure, il faut beaucoup de technique, beaucoup d'organisation. T'as une solitude, mine de rien, parce que t'es dans ta voiture, tu fais tes rendez-vous toute la journée, t'as l'administratif à faire. T'es seul quand t'as une galère, t'es un peu seul quand il y a un client qui te chahute un peu. Et donc, c'est une population à qui il faut donner de l'énergie, à qui il faut donner de la bienveillance, et c'est très très important au quotidien. De la reconnaissance aussi, tu dirais? Ouais, tout à fait. De la reconnaissance, parce que c'est un métier qui est difficile, et je pense que l'image galvaudée qu'on en a, notamment dans les pays latins, moi, elle me va pas. Parce que effectivement, c'est un métier qui est difficile et pour lequel j'ai beaucoup de respect. J'ai aimé le faire, j'ai aimé les piloter. Avant de passer sur des centres de profit, j'étais aussi manager commercial, et c'est un job que j'ai beaucoup aimé faire. Et à côté de ça, comme tu as beaucoup de management distanciel, de temps en temps, il faut être capable de durcir un peu le ton parce que y a toujours un moment où tu as un peu la soupape qui peut redescendre et c'est le moment où de temps en temps, il faut secouer un peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, ça veut dire qu'il faut être exigeant. C'est ça que je voulais dire par là. Et donc souvent on confond les deux. Moi je ne suis pas là pour juger des personnes, je suis là pour juger des faits. Et donc ça veut dire que par le fait qu'on voit aujourd'hui, on a des super outils pour ça, il faut être capable d'aller appuyer là où ça fait mal pour essayer de comprendre, pour essayer de faire parler le commercial et ensuite leur motiver tout simplement. Mais il y a quand même rarement besoin de venir au clash. Les 3/4 du temps, il y a juste besoin de chambrer un peu, de pousser un peu dans ses retranchements et ensuite derrière on a un discours qui est plutôt positif. J'aime bien que tu dises que tu es là pour juger des faits et non pas des personnes, parce que souvent tu sais encore plus là avec les secteurs qui se tendent, etc. On a tendance à pas assez remettre la faute. J'en ai entendu des échos sur la réalité, mais plutôt sur le tempérament, le caractère des gens ou je ne sais quoi. Et il faut se souvenir que it's all about business in the end, tu vois. Je fais le pire anglicisme de tout l'épisode, voire de toute la saison maintenant, tout de suite. Mais c'est comme ça, mais que finalement il s'agit plus que de faits et pas de tempérament. C'est vachement important, ça. Je fais une petite aparté là-dessus. Moi, j'ai fait une formation dans ma carrière qui s'appelle la ProcessCom, que tu dois peut-être connaître, qui est un outil qui te permet en fait de mieux te connaître, mais surtout de mieux communiquer. Moi, j'étais assez aligné sur qui j'étais, donc j'ai pas appris énormément de choses. C'est un fameux disque avec les couleurs ou c'est un peu dans le genre, là, effectivement. Ça se rapproche. Par contre, j'ai appris énormément sur ma façon de communiquer avec les autres, et c'est vraiment un bon moyen pour aller encore plus dans cet interstice où tu te dis je ne veux pas juger la personne, je veux juger les faits. Et au travail, c'est très important parce que sinon, en fait, tu recrutes que des gens qui te ressemblent et tu ne valorises que des gens qui te ressemblent. Mais du coup, qui auront tes qualités, mais aussi tes défauts. Et t'es pas parfait. Donc, le but de travailler là-dessus, c'est vraiment de se dire ok, là, est-ce que je suis en train de juger des faits ou la personne? Est-ce que je choisis de valoriser cette personne, que ce soit en entretien d'embauche ou dans ton management quotidien, uniquement par qui il est ou plutôt par ce qu'il fait, entre guillemets. Déjà, toi, en tant que manager, ça te détend parce que du coup, tu lâches prise. Et à côté de ça, du coup, tu permets d'avoir des gens qui sont très différents de toi, peut-être avec qui tu n'irais certainement pas boire un verre en dehors du boulot, mais qui au boulot apportent une vraie valeur ajoutée au groupe. Et donc, les commerciaux, c'est pareil. Bien dit. Tu l'as dit dans l'épisode, tu es un fanat de sport, et on tire souvent le parallèle sur le podcast, entre autres, mais aussi tout entre sport et vente, entre entraînement, rythme et mental. Est-ce que tu as un parallèle à toi que tu as envie de nous partager? Oui, alors c'est intéressant parce que pour le coup, c'est un des messages que j'ai passé dans les différents lancements d'année de mes directeurs de pôle cette année. C'était le parallèle entre la motivation et la discipline. La motivation, c'est toujours l'envie de se mettre en marche pour faire quelque chose. Et la discipline, pour le coup, c'est la capacité à continuer à faire ces choses-là, y compris quand la motivation est moins bonne. Tu prends un sportif de haut niveau, il a travaillé toute son enfance pour être professionnel. S'il y arrive, il est ravi, mais pour autant, tous les matins, quand il doit s'entraîner des heures et des heures, il n'a pas toujours la même motivation.
Il a les mêmes galères que toi et moi au quotidien. Il y a des moments où il est plus fatigué, des moments où il est dans un mauvais mood. Donc c'est la discipline, c'est le fait de dire j'ai dit que j'allais faire ça, je vais faire ça, qui fait qu'en fait tu y vas. Pour moi, le management, la gestion ou le commerce, c'est exactement la même chose. C'est ta capacité à te dire aujourd'hui je suis ultra motivé, en fait du coup j'ai pas besoin entre guillemets de trouver d'autres ressources. Demain peut-être que ce sera un peu moins pour les raisons que je viens d'indiquer, mais je suis payé pour faire ça, ou j'ai décidé de faire ça, ou c'est ça la raison d'être de ma boîte ou de mon job, donc je vais le faire. Et ça en fait c'est ce que le sport m'a apporté moi, parce qu'au quotidien j'en fais, j'en ai besoin, c'est aussi un exutoire, chacun le sien. Moi ça a toujours été un exutoire pour enlever la pression du job, et puis ça me fait du bien tout simplement, donc j'en fais vraiment depuis que je suis tout petit, et ça, je pense que ça me quittera jamais. Mais j'essaye de l'appliquer, parce que du coup ces valeurs là j'essaye de les remettre à la fois dans ce que je m'applique à moi, dans mon boulot, mais aussi dans ce que j'applique aux autres, et je trouve que c'est des valeurs qui sont assez saines. Il faut respecter son plan d'entraînement. Exactement. Prochaine et dernière question de ma deuxième partie un peu plus spécifique, et je tente un nouveau truc sur le podcast. C'est une question qui m'a été suggérée par mon dernier invité, Alexis Valentin de Pigment, donc que les gens ont entendu dans le dernier épisode normalement. Je vais te passer la question qu'il voulait poser en MP3, et ensuite je vais te la résumer grosso modo. Et toi, je pense que Rexel, c'est une boîte extraordinaire qui doit en permanence se transformer, et qui est une boîte historique. Je serais très curieux de découvrir comment est-ce que, je ne sais pas s'ils ont des bidillards, ou en tout cas leurs commerciaux arrivent à partager des bonnes pratiques avec le reste de leurs collègues, surtout ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne sont pas sur le même floor tous les jours. Parce que nous, on le voit, quand il y a une bonne idée qui naît quelque part chez Pigment, quand elle est partagée sur un Slack channel où le manager la détecte et nous le partage à travers une petite newsletter, ça peut vraiment faire changer la performance de l'équipe le mois d'après. Et le faire à une échelle taille Rexel avec des commerciaux qui sont sûrement différents des nôtres côté SaaS. Je serais hyper curieux de savoir comment ça fonctionne. Et surtout qu'ils ont un maillage local extrêmement fort avec beaucoup d'agences, donc évidemment c'est pas centré dans des pôles qui renforcent l'émulation comme... Moi, je savais déjà un petit peu à quoi m'attendre avec votre business model, parce que je t'avais eu peu avant. Il a raison, vous avez un maillage très très fort, donc comment est-ce qu'on fait pour renforcer l'émulation et le partage de bonnes pratiques commerciales au sein d'équipes aussi nombreuses ? Ça c'est intéressant parce que c'est l'objectif de 2 personnes dans le CODIR régional, ce qu'on appelle le responsable marketing proximité. C'est la personne en fait qui fait le lien entre les 4 marchés que j'ai décrits tout à l'heure. C'est un peu le sales enablement sauce bâtiment. Exactement. Okay. Et moi entre guillemets, c'est-à-dire que lui c'est celui qui fait, et moi je suis un peu la caution entre guillemets pour appuyer tel ou tel message. Donc soit on fait transpirer ces bonnes pratiques à travers nos CODIR régionaux, qu'on fait une fois tous les 8 semaines à peu près, soit à travers des newsletters, soit à travers des simples mails entre guillemets. On le disait, on est 620 à peu près sur la région, donc à un moment donné, si dans une agence il y a une bonne pratique, il faut que ce soit mis en avant. Donc on a des rituels managériaux collectifs comme les lancements de semaine. Chaque patron fait un lancement de semaine avec ses collaborateurs. Justement, ce responsable marketing proximité, cette bonne pratique, qu'elle soit pour les itinérants, les sédentaires ou les agences, il va les transmettre avec les différentes informations qu'il envoie tous les vendredis à tous les managers, de façon à ce que ces managers-là ils puissent le remettre dans leur lancement de semaine du lundi matin. Et forcément, ça a une puissance de frappe énorme, parce que même si lui ou moi on envoie un mail, on en reçoit tous des dizaines par jour, comme dans toutes les boîtes. Donc à un moment donné, c'est compliqué de se poser dessus. Alors que le support que tu reçois de ton manager avec les 4-5 priorités de la semaine, plus peut-être la bonne pratique qui a été faite 5 ou 6 départements plus loin, en fait ça tu le vois. Et donc à un moment donné, des fois, on se dit souvent, ça sert à rien d'inventer des choses si ton voisin a déjà fait quelque chose qui fonctionne. À la limite, essaye plutôt de refaire la même chose et de le faire mieux, entre guillemets, mais part d'une base solide. De manière interrégionale, vous arrivez à le faire aussi ou pas ? Moins. Ouais. Et je suis pas très bon pour ça. Mon patron me challenge souvent à juste titre là-dessus. Appeler plus ses collègues, échanger davantage c'est dessus. faire, grosso modo. Parce que c'est pas du tout pour des questions. Il y a personne d'autre que toi qui fait la même chose à ton niveau, grosso modo. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout pour des raisons de compétition, parce que franchement, je ressens pas ça dans cette boîte. De toute façon, les régions, elles sont différentes. Exactement. Et vraiment, il y a un très très bon esprit d'équipe. Le seul sujet, en fait, c'est que tu es un peu, encore une fois, dans ton ouragan du quotidien, et qu'on n'a pas forcément de passerelle. Donc, pas toujours simple de le faire, mais on devrait. Quelles sont les questions les plus utiles à poser en entretien, selon toi ? Alors, dans notre monde, je t'aurais pas fait la même réponse dans mes 2 business précédents, mais dans notre monde, c'est vraiment des sujets liés aux besoins du client quotidien. Quand est-ce que vous allez avoir besoin du produit ? Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez absolument mettre cette marque-là, ou est-ce que vous voulez avoir autre chose ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer exactement comment vous l'installez ?
c'est vachement important parce que dans un monde de transactionnel, si tu veux pas parler que de prix, à un moment donné, il faut s'intéresser au produit, à l'organisation du client, etc. Et d'une manière générale, est-ce que vous avez des contraintes de supply chain? Je disais tout à l'heure, on a des avantages certains en termes de supply chain, on est très réactif. On n'en a pas parlé, mais on a aussi des services associés. Je suis sur un chantier, par exemple, je peux vous mettre un conteneur pour mettre vos produits, pour éviter de perdre du temps. Je peux vous faire du kitting, c'est-à-dire que pour votre collaborateur, je peux être capable de vous donner un carton avec tous les éléments dont il a besoin ce matin, un autre pour cet après-midi, etc. De façon à gagner en productivité, ne pas avoir de perte ni de vol. Donc on a plein d'outils comme ça, de façon à se dire, expliquez-moi d'abord votre besoin, et ensuite je vais vous trouver la meilleure solution, entre guillemets. Je me rends compte de quelque chose, c'est que je t'ai pas précisé que je voulais te demander quelles sont les questions à poser quand tu fais passer un entretien à quelqu'un qui veut rejoindre Rexel. Ah, moi je fais attention à ça. J'aime bien ça chez les anglo-saxons. Ils vont plutôt s'intéresser à la personne plutôt qu'au CV. Donc moi les 3/4 du temps, ce qui m'intéresse c'est surtout de comprendre quel est le parcours du collaborateur. Et je disais tout à l'heure sur les compétences, je suis assez... Savoir-être et pas... Exactement. Tu disais coulant, c'était quelque chose comme Ouais, ça. c'était peut-être pas le bon terme, mais en tout cas je suis tolérant. Coulant sur les compétences, oui, tolérant sur les compétences, ouais. Parce que ça peut se développer, mais... Toi et moi on est différents, une tierce personne aussi. Peut-être que toi tu vas prendre une compétence en une journée, peut-être moi en une semaine, puis peut-être que quelqu'un d'autre en un mois. Mais à la fin, on fait du commerce. On bosse pas dans la pétrochimie, dans la pharma, dans l'aérospatiale, donc on n'a pas besoin d'avoir fait forcément des études ultra spécifiques et pointues pour ce domaine-là. Ça, c'est ma conviction. Dans les métiers de la vente, on va dire classiques, si tu as une forte capacité de travail, de remise en question et que tu as envie, à la fin, tu y arrives. Donc finalement, si tu veux, le CV, c'est une chose et l'entretien, c'est une chose. Par contre, j'ai besoin de savoir qui tu es pour savoir si demain, je vais avoir besoin de te micromanager parce que j'ai pas confiance, ou est-ce que d'une manière générale tu es capable de dire je vais au combat, je vais y arriver parce que ma boîte elle me fait confiance. Clair et net. Est-ce que vous avez automatisé des choses? Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Je crois que toi tu m'avais dit que oui. On en a parlé un petit peu juste avant cet épisode en plus en off. C'est quelque chose que tu surveilles et tu m'avais dit que ça vous faisait gagner du temps sur la prospection, la préparation de rendez-vous. Est-ce que tu utilises des prompts en particulier toi? Typiquement à l'ouverture d'un compte aujourd'hui, en fonction du code NAV d'un client, donc finalement de son identité professionnelle, on va à peu près se poser la question du potentiel d'achat du client. S'il est trop faible, entre guillemets, typiquement, on a des outils qui nous permettent de qualifier le besoin, d'aller lui faire une offre, peut-être d'externaliser demain justement le premier rendez-vous téléphonique ou le premier contact avec le client. On va avoir aussi des outils qui vont nous permettre d'aller travailler sur les risques de perte de clients, le fameux churn qu'on entend aujourd'hui dans le monde professionnel. Typiquement, on va nous donner des axes. On va prendre certains KPI dans un algorithme qui vont nous permettre de savoir qu'à tel endroit, il y a des risques de perte du client. Du coup, on va donner des orientations de travail à notre collaborateur pour qu'il aille creuser tel ou tel aspect du business pour s'assurer que c'est un hasard, c'est rarement un hasard quand il y a une formule mathématique, soit il y a un problème derrière, il faut le creuser avec lui. On a effectivement aussi aujourd'hui Rexel GPT, donc un espèce de GPT mais interne entre guillemets, c'est-à-dire on a récupéré les informations avec une licence, mais par contre évidemment pour des raisons de DSI, on ne fait pas sortir les infos. Typiquement on peut l'utiliser au quotidien. Tu recherches une information sur notre intranet, plutôt que d'aller trop loin difficilement, tu utilises justement ces outils-là pour aller rapidement à l'objectif. Demain ce sera certainement le cas aussi sur l'aspect e-commerce de notre job. Tout ça pour à chaque fois gagner des microsecondes sur finalement ce qui n'a pas de valeur ajoutée, faire une recherche, et pour aller directement sur la substance. Clair et net, une nouvelle fois, et c'est ma dernière question de cet épisode, c'est la petite question maintenant nouvelle, et ce qu'on a un petit peu imité tout à l'heure, c'est une question simple. Est-ce que toi tu as une question à me suggérer pour ma prochaine invitée? Je t'avais envoyé le profil LinkedIn pour que ça te donne une petite idée, c'est la sales directeur de Payplug que je vais recevoir pour notre prochain épisode qui sortira donc mi-juin. Oui, j'ai une question parce que je suis très intéressé à titre perso sur le secteur de la tech, et je suis toujours très curieux de savoir comment ils travaillent la rétention de leurs collaborateurs. Évidemment, il y a des images d'Épinal sur la bonne ambiance, le why, la façon dont on manage au quotidien ses collaborateurs. Mais de façon tangible, entre guillemets, je serais curieux de savoir comment elle fait au quotidien, soit dans son management, soit dans ce qu'elle offre, humainement parlant, à ses collaborateurs pour être capable d'avoir de la rétention de bon niveau.
Très clair. Oui, c'est vrai que souvent les profils peuvent être assez jeunes dans ce genre de boîte, mais je crois que ça a un petit peu changé ces dernières années. Je poserai la question à Camille avec le plus grand plaisir. C'est la fin de notre épisode. Merci Samuel, parce que tu as à la fois cette excellente énergie, mais aussi tu es très concis sur tes réponses, très précis. Ça donne une super structure, donc je pense que nos auditeurs pourront s'en imprégner de manière d'autant plus efficace à l'image de ton secteur et des méthodes que tu sais inculquer. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt peut-être, et j'espère. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je crois que oui, on sort du break des mois de mai où il y aura peut-être un petit break d'épisodes, et là on va pouvoir à nouveau enchaîner les épisodes jusqu'aux vacances du mois d'août. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.